Voilà. Alors, on va commencer. Bienvenue. Donc, du coup, je disais, pour cette 26e, je crois, édition de Café Live, 26 ou 27, je ne sais plus, là, je pense que je vais arrêter le compte. Comme je disais, aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous tient très, très particulièrement à cœur, et donc qui est l'élément humain de William Schultz. Et donc pour ça, pour nous, c'était hyper important d'accueillir Anne. Alors Anne, mille merci. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile pour toi, mais on n'a que des gens sympas dans la salle, donc ça va bien se passer. Merci pour l'invitation. Ben, c'est un plaisir que de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Anne, je vais te laisser te présenter en quelques mots, comme ça tu pourras nous dire ce que tu as bien envie de nous partager aujourd'hui. Mais le but, c'est que tu nous fasses découvrir ce que c'est que l'élément humain aujourd'hui. Moi, j'ai eu le bonheur et le privilège de rentrer dans le vif du sujet grâce à toi, puisque j'ai fait le premier niveau, et peut-être que j'irai un petit peu plus loin dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et je me suis dit, en vivant cette aventure, plus qu'une formation, cette aventure, que c'était hyper important de le partager, voilà, d'essayer de partager un petit peu cette expérience-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après en avoir bien sûr discuté avec Karine, on s'est dit que ça pouvait être un super sujet pour nos cafés live. Donc, on va être parti pour grand maxi 3/4 d'heure. Et puis, voilà, l'idée, c'est qu'on va te poser tranquillement des questions après t'être présenté et nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'élément humain. Et puis, si vous avez des questions et que vous voulez prendre la parole, ça va être l'avantage du Zoom. Si vous voulez prendre la parole directement avec votre micro ou si vous voulez utiliser le chat, comme d'habitude, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger tous ensemble. Anne, je te laisse la parole. Alors, Solène, je pensais que tu allais me présenter. Du coup, j'ai Ah, pas tu veux que je te préparé de présente alors? présentation. Donc, Je je ne peux sais te pas comment tu me présenter. présenterais. Je pourrais Mais je peux le faire compléter. si tu veux. Comment tu me présenterais? Alors, ouais, mais combien de temps tu me donnes? Ça va Tu être vois, on va ça se renvoyer la balle, là. C'est ça, exactement. Alors, pour dire en quelques mots, et tu compléteras, je pense que ça sera le plus simple. Donc, pour moi, Anne, tu es coach, entre autres. Tu accompagnes des managers, des groupes, en fait, aussi, et tu es certifiée élément humain depuis quelques années. Et donc, tu pratiques aussi l'approche narrative. Tu as été formée sur ces méthodes-là. Et le but pour toi, c'est de faire verbaliser tout ce qui peut se passer en nous pour qu'on arrive à mieux prendre conscience de soi. Voilà ce que je pourrais dire en Super. quelques mots. Je te remercie beaucoup, super, super. Oui, oui. Alors, mon centre de pratique professionnelle d'accompagnement, effectivement, les deux pratiques principales, c'est l'élément humain et l'approche narrative. Et j'accompagne des personnes, des équipes et des organisations avec ces deux approches. Peut-être juste pour le background, moi, je suis linguiste de formation à la base. Je suis entrepreneur puisque j'ai développé au départ une agence de traduction et communication spécialisée en parfums cosmétiques. Ça a été ma première vie professionnelle et puis j'ai au fil des années évolué vers l'accompagnement en me formant effectivement au coaching en 2015 et puis non en 2000 pardon il y a 10 ans et l'élément humain en 2015 puis l'approche narrative a suivi. Voilà, donc ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier d'accompagnante. Voilà. Que veut dire alors comment je fais là? Est-ce que tu peux nous dire présente déjà l'approche, est-ce hein? que tu peux nous Voilà. dire en quelques mots, en 3-4 minutes, ce que c'est l'élément humain, Alors, pour tous ceux qui ne quelques mots, je vais connaissent pas avoir du mal. forcément? 3-4 minutes, je vais essayer de tenir. J'avais préparé des slides qui ne me plaisaient pas ce matin en me réveillant. Du coup, j'ai fait des petits dessins comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que vous les voyez? Oui, Ouais, on les c'est voit. OK pour vous? Si c'est Voilà. petit, on peut mettre aussi l'affichage intervenant pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas Zoom. Et comme ça, on verra en plus gros. Voilà. Alors, l'élément humain. C'est quoi cet élément humain? Alors, pour moi, c'est d'abord un magnifique voyage en conscience de soi. Qui s'adresse aux leaders, aux managers, mais aux accompagnants, mais plus généralement à toute personne qui est en relation avec les autres. Je crois que ça nous définit, ça définit du coup beaucoup de monde. Toute personne qui va être en relation humaine va pouvoir bénéficier de ce voyage en conscience. Alors pour moi, c'est une passion avant tout. Enfin, je pense que je suis tombée amoureuse de l'élément humain comme je suis tombée amoureuse de l'approche narrative. Il y a quelques années, ça a été une évidence.
parce que je vous ai dit, je venais des mots et en même temps, avec la traduction, et en même temps, je me passionne depuis toujours pour les relations humaines, enfin le mystère des relations humaines. Hein, se passionner pour les relations humaines, ça ne veut rien dire, mais je me pose plein de questions sur qu'est-ce qui fait que un groupe va bien fonctionner, un groupe va prendre, un groupe va pas prendre, je vais m'entendre avec telle personne, je vais avoir des difficultés avec telle autre. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'intrigue. Et je pense que l'élément humain m'a permis de mettre des mots sur ce qui se passe finalement. Enfin, c'est un modèle de relation humaine, je n'aime pas trop le mot modèle pour le coup, mais ça permet de mettre des mots sur les interactions humaines. Alors, et c'est quelque chose pour moi qui est devenu une philosophie aussi au quotidien. C'est quelque chose qui c'est autant ou plus une philosophie personnelle qu'une pratique professionnelle. Voilà, c'est pas forcément confortable. Hein, c'est pas, le voyage en conscience, c'est pas forcément quelque chose qui est confortable tous les jours, mais c'est quelque chose qui est utile et qui est passionnant. Alors, l'élément humain, ça a été créé par ce monsieur dont tu as parlé un petit peu, donc, enfin, tu as mentionné son nom, Will Schutz. Qui c'est ce monsieur? Donc, c'est un Américain qui est né, voilà, il est né en 1925, donc ça date pas d'aujourd'hui. Il est passionné lui aussi par les relations humaines, parce qu'il fait qu'un groupe fonctionne bien, une équipe fonctionne bien, qu'est-ce qui se passe entre les personnes, et il se forme à la psychologie des organisations. Il est passionné et intrigué par la façon dont les organisations fonctionnent et les équipes dans les organisations fonctionnent et les personnes dans les équipes fonctionnent. Il est aussi, ça peut paraître paradoxal, mais il est aussi passionné par les chiffres. Donc, en parallèle, il fait des études de statistiques. Il devient aussi un expert des statistiques et il adore mesurer. Donc, il adore regarder, tiens, telle approche fonctionne. Je mesure comment ça va accroître la performance des équipes, le plaisir qu'elles ont à travailler ensemble. Voilà. Donc, cette double approche, à la fois des relations humaines et des statistiques. Cette double expertise va faire qu'au moment de la guerre de Corée dans les années 50, il va être contacté par la marine américaine qui va lui demander d'aller regarder ce qui se passe dans des équipes qui sont dans des navires de guerre, qui sont au cœur de décision, au centre de décision stratégique dans ces navires de guerre, et dans lesquels, dans ce centre de décision stratégique, on met les meilleurs experts, et parfois ça fonctionne, et parfois ça fonctionne moins bien. Donc, il va lui demander d'aller regarder ce qui se passe dans ces équipes. Et ça va être le début de cette première version de l'élément humain, FIROB. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, Fundamental Interpersonal Relations Orientation, orientation fondamentale des relations interpersonnelles. Ça, c'est l'origine de l'élément humain pour la marine américaine. Et avec cet outil, puisque là, ça va être un outil, une approche, la marine américaine va considérer qu'elle a obtenu 25% de performance supplémentaire. Là où elle considérait avec des critères très exigeants que les équipes étaient performantes à 50%, elles vont être à 75% et elles considèrent que la mission est atteinte, l'objectif est atteint et pour elles, c'est une augmentation de performance suffisante. Mais il paraît que Will Schutz va toute sa vie continuer à chercher où sont les 25% qui manquent pour une performance optimale des équipes. Et une joie aussi à travailler ensemble. Ce n'est pas seulement la performance et la productivité, même si ce sont des mots importants chez Schutz, puisque c'est vraiment pratico-pratique, mais c'est aussi la joie. Il est aussi intrigué par ce concept de joie. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Joie, Joy, et qui va le faire connaître, qui va être un best-seller. Donc, il y a ce côté à la fois bien travailler ensemble et c'est avoir de la joie à travailler ensemble et réaliser son potentiel. Alors, il y a quatre grands principes éléments humains qui vont être la vérité, je l'ai laissé un peu à l'écran, voilà,
La vérité, il dit, après avoir expérimenté dans pas mal d'organisations, il dit, mais finalement, la vérité, le grand simplificateur, ça va être le fluidifiant, on dit ça, fluidifiant, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas, le fluidifiant des relations interpersonnelles. Et ça va permettre de simplifier ce qui se passe dans les équipes et les organisations en disant les choses. Ça peut paraître complètement simple pour le coup, mais c'est pas si évident que ça, surtout à l'époque, et peut-être même sans doute encore aujourd'hui, où c'est pas forcément facile de se dire les choses. Et très souvent, les difficultés dans les organisations et dans les équipes, elles ne viennent pas tant de problèmes techniques ou d'adaptation au poste, mais ça va venir très souvent de relations humaines et souvent de difficultés à pouvoir se dire les choses, à se dire ce qui se passe à la fois dans les relations ou ce qui se passe dans l'équipe ou dans l'organisation. Donc, il y a cette notion très importante de s'ouvrir à ce qui se passe pour moi, ici et maintenant, ou à ce qui se passe dans l'équipe et mettre des mots sur ce qui se passe autour de cette notion de vérité ou d'ouverture. Il n'y a pas en élément humain de notion de bien ou mal. Hein. Donc, on ne dit pas c'est bien de dire la vérité, c'est mal de ne pas la dire. C'est vraiment qu'est-ce qui est utile. C'est utile de se dire les choses. C'est utile pour pouvoir fonctionner ensemble. Alors, le deuxième principe dont je vous ai parlé, c'est le choix. Ça, c'est quelque chose qui va ajouter dans l'évolution de la théorie Fayreau, puisque je vous ai dit que la théorie Fayreau, elle a évolué vers ce qu'on appelle l'élément humain autour de cette notion de choix, d'autodétermination, de dire nous sommes chacun 100% responsables. Donc, c'est pas moi je suis 0%, l'autre il était 100% responsable de ce qui s'est passé. C'est même pas nous avons chacun notre part 50-50, mais c'est au-delà de ça, chacun est 100% responsable et chacun aurait pu faire quelque chose de différent pour ne pas arriver à cette situation. Donc, c'est vraiment s'approprier cette notion de responsabilité. Le troisième principe, c'est la conscience, hein, le plus vieux principe de la connaissance de soi, la conscience, la lucidité, ne pas se leurrer sur ce qui se passe pour nous. Et puis, il y a une notion de présence qui, pour lui, est la clé du leadership, la clé aussi de ce qui se passe dans une équipe, dans une organisation, c'est être présent à ce qui se passe ici et maintenant. Voilà, dans l'ici et maintenant, présent à ce qui se passe pour soi, présent à ce qui se passe pour les autres et présent à ce qui se passe dans l'environnement. Voilà, ça c'est les 4 grands principes qui traversent l'élément humain. Je ne sais pas si vous avez des questions. Arrête-moi si tu veux, Alors, Solène. Elisabeth qui nous demande si tu peux Oui. montrer ta feuille un peu plus longtemps. Je pense Ah, que c'est pour d'accord. renoter Ok. les quatre piliers. Ok. Alors, si tu peux juste la monter un petit peu. Voilà, génial. Bouge plus. C'est le moment du screenshot pour ceux qui veulent garder la photo. Ce que je ferai peut-être, c'est que je les collerai sur des slides et puis je l'enverrai quand même. Oui, on pourra Comme ça, mettre, si vous tu aurez veux, vous aurez carrément, les mots-clés, avec plaisir. sachant que je les ai fait vite et que c'est un peu gribouillé, mais bon, Pas de souci. vous aurez au moins Ouais, les mots-clés. Hein. carrément. En tout cas, Oui. oui, comme tu disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit prendre le micro, soit utiliser le chat. Moi, par rapport à tout ce que tu dis, déjà, la première chose, ce qui m'avait marqué, je me rappelle, c'était cette notion d'utile ou pas utile. Ça, c'est hyper important dans qu'est-ce que je vais dire ou pas à la personne qui est en face de moi et comment je vais lui dire aussi. C'est un ça, de se dire quelle est l'utilité que ça va apporter aussi bien à l'une qu'à l'autre. Ce que je trouve aussi qui fait très bien écho, c'est le fameux, le 100 on est tous responsables. Et ça, je trouve que dans les organisations, dans les équipes, quand on arrive avec cette posture-là de se dire: «Ben, en fait, il y a un problème et c'est pas forcément le problème d'un tel ou un tel ou c'est la faute de l'autre et c'est pas ma faute». Et déjà se dire on n'est pas, co-responsable en se disant, c'est 50-50 et se dire on est tous pleinement responsables de la Mm. situation. Ça déjà dans les organisations, ça fait énormément, enfin, il y aurait cette prise de conscience partout, ça ça fait énormément changer la posture en fait, Ouais. pour Et aborder. se mettre autour d'une table et se dire, eh bien, si chacun est 100% responsable, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire de différent? Si je suis 100% responsable, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Et libérer vraiment voilà, le choix et l'autodétermination et la Oui, responsabilité en fait, oui, au sein de l'équipe et au sein de l'organisation. Et ce qui donne plus d'énergie hein, que de se dire, bah, je suis à la production, je suis victime du commercial, je suis au marketing et c'est à cause de l'usine que ça va pas. Voilà. Donc, c'est comment les personnes
se mettent autour d'une table et chacun est 100% responsable et se dit, tiens, moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire finalement avec cette notion de se dire les choses, hein, donc la vérité, le grand simplificateur. Voilà. Alors, donc ça, c'était Moi, je vais vous Oui, en dire une Oui, vérité. Eric. Eric, oui. après, c'est Bruno qui nous pose une question. Mais montre-nous, Eric. Mais d'abord, c'est ma vérité et j'aimerais bien, à partir de maintenant, comme je sais maintenant qui je suis dans le groupe, j'aimerais bien qu'on m'appelle maintenant maître. Je mesure le pourcentage de joie de mes facilitatrices préférées. C'est gentil, merci, Eric. Super, super. Vas-y, Merci. Bruno. On Merci. a Bruno, oui, coucou Bruno, qui nous pose une question. Est-ce que la notion d'utilité implique qu'on évite aussi de dire ce qui peut être inutile ou nuisible? Alors, il paraît, alors moi, j'ai pas eu la joie d'être formée par Will Schutz, comme certains praticiens. J'ai été formée par son fils Ethan Schutz et par Anne-Monique Céleste, qui est responsable de l'élément humain pour les pays francophones. Et je les remercie pour tout ce qu'ils m'ont transmis. Et il paraît, il paraît que Schutz disait, quand on lui posait une question, et si tu avais la réponse à cette question, quelle serait-elle? Alors, je ne sais pas si la personne qui a... Alors, je botte un peu en touche, hein, mais c'est pour le plaisir aussi de vous envoyer la posture de Schutz. Hein, et si tu avais la réponse à cette question, c'est nous, en tant que facilitateurs, nous sommes vraiment tout sauf des experts. Nous ne sommes absolument pas experts, nous savons créer l'espace pour que les personnes se posent des questions et trouvent la réponse qui leur va bien, qui ne sera pas forcément la réponse qui sera pour l'autre. Donc, l'élément humain, ce n'est pas beaucoup de concepts finalement, c'est 5 à 10% de concepts, je dirais, sur l'ensemble, et c'est 90% de voyages personnels et d'expérimentation personnelle et de prise de conscience personnelle. Donc, je ne sais pas du coup si ça parle à la personne qui m'a posé la question. Qu'est-ce qu'elle répondrait à ça, en fait? Est-ce que c'est cette question d'utilité? Ça peut être la réflexion de toute une vie. Hein. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui n'est pas utile? Est-ce que je dis? Est-ce que je ne dis pas? Mais en général, ce que nous disons avec l'élément humain, c'est que si je me pose la question, je dis, je ne dis pas, il y a en général une utilité. Sinon, je ne me poserai pas la question. Oui, c'est ça. Hein, si la personne qui passe dans la rue, elle a une robe qui ne me plaît pas, je ne me pose pas de la question de lui dire est-ce que je vais lui dire que ça ne me plaît pas ou pas. En revanche, dans un groupe, dans ce qui se passe dans les relations avec des personnes, si je me pose cette question de dire est-ce que je dis, est-ce que je ne dis pas, souvent c'est qu'il y a une utilité. Mais après, c'est à chacun d'expérimenter. Nous, on ne propose pas des postulats, on ne propose pas des recettes ou des techniques, on propose vraiment des hypothèses sur lesquelles chaque personne va pouvoir se positionner, explorer, expérimenter et se dire bah, ça m'est utile, je garde, ça m'est pas utile, je continue à faire comme je faisais avant. Il n'y a pas d'injonction au changement. On accompagne le changement, mais il n'y a pas d'injonction au changement avec chance. Super. Merci Anne. Franck, vous avez levé la main. Je vous laisse prendre le micro. Oui, merci. J'avais une petite question sur la vérité. C'est toujours la question ennuyeuse quand on est avec des équipes, parce qu'on peut mentir par omission, on peut être obligé de ne pas tout dire. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux de vérité. Est-ce que c'est défini? Est-ce que c'est encadré ou je ne sais pas moi? Alors, il y a plusieurs niveaux de vérité. C'est encadré, je ne sais pas, je pense pas qu'on puisse mettre le mot encadré dessus. C'est un voyage personnel, là aussi, c'est une exploration. Et notamment, vous parlez des équipes, donc je pense que vous parlez du leader qui se pose la question de dire ou pas quelque chose à son équipe. Ça va être vraiment quelque chose à explorer personnellement et d'aller regarder mes peurs. Hein. On parlera des peurs tout à l'heure. Qu'est-ce qui se cache finalement derrière mon envie de dire ou de ne pas, ou mon frein à ne pas dire? Souvent, c'est lié à des peurs que j'ai. Hein. Schutz parle de 3 grandes peurs, qui va être la peur d'être ignoré, la peur d'être humilié ou la peur d'être rejeté. Et donc, c'est d'abord un voyage en conscience de soi pour le leader, pour devenir un leader plus conscient. Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mes peurs? Et est-ce que là, mon envie de dire, elle est motivée ou ma peur de dire, elle est motivée
amplifié par une autre peur. Donc, en termes de niveau de vérité, le niveau de vérité chez Schutz, c'est un outil de conscience pour descendre vers sa propre vérité et aller regarder si le film que je me fais, il est vraiment lié à ce qui risque de se passer avec l'autre, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ma propre peur, hein. Si j'ai peur d'être humiliée ou d'être rejetée, eh bien, ça va influer sur la façon dont je vais dire ou pas la vérité à mon équipe, hein. Donc, d'aller regarder déjà bien au fond le niveau de vérité qui est finalement le grand niveau d'ouverture, c'est envers soi-même. Qu'est-ce qui se passe au fond de moi? Quelle peur j'ai? Et du coup, quel est le film que cette peur risque de me faire faire par rapport à l'autre? Et la seule façon de savoir si c'est un film ou pas, eh ben, c'est finalement souvent de m'ouvrir à mon équipe ou de m'ouvrir à l'autre de ce qui se passe pour moi et de dire je me fais le film que vous trouvez que dans cette réunion j'ai été trop autoritaire ou je ne sais pas, et est-ce qu'on peut en parler? Voilà. Enfin, je prends un exemple, le premier qui me vient à l'esprit, qui n'est pas forcément le plus parlant, mais en tout cas, c'est d'aller regarder François Cornu, que je cite souvent, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Les 3 peurs et les 40 talents, l'approche de Will Schutz expliquée aux managers, dit que l'élément humain, c'est notamment pour les leaders de nettoyer leurs lunettes en termes de conscience de soi, d'aller regarder ce qui peut obstruer ma façon de regarder les autres ou de regarder l'équipe. Je vais aller nettoyer mes lunettes et puis je vais dégripper mes curseurs. Et on verra ce qu'on dit en élément humain, c'est quoi ces curseurs et c'est quoi cette façon de les assouplir ou de les dégripper. Ok. On a Marie-Laurence qui nous pose une question, qui nous dit « Le 100% responsable est aussi présent dans le lead management. Quelle convergence ou divergence existe-t-il avec l'élément humain ?» Alors là, je serais bien incapable de répondre, ou alors, parce que moi, je connais le lean management de loin, donc je ne suis pas en mesure de répondre de façon détaillée là-dessus. Simplement, l'élément humain a été inspiré par les cercles de qualité au Japon, hein. Dans les origines de l'élément humain, Schutz a vraiment regardé ce qui se passait dans les organisations. Il a expérimenté beaucoup de choses et il avait un esprit de synthèse, je pense, assez puissant. Et il a fait finalement une synthèse de beaucoup d'autres choses que nous pouvons retrouver. Moi, je retrouve notamment dans l'agilité, je retrouve beaucoup de choses en lien avec l'élément humain, dans beaucoup d'approches de l'accompagnement ou beaucoup d'approches du travail en équipe, je retrouve des choses de l'élément humain et chacun va y trouver aussi, puisque finalement c'est une forme de synthèse très puissante de différentes choses, puisqu'il a expérimenté un certain nombre d'approches. Il était vraiment dans l'expérimentation plutôt que dans la conceptualisation. Une première partie de sa vie après le travail avec la Navy, où il a été consultant reconnu dans les organisations, et puis une deuxième partie de sa vie finalement où il est parti à Esalen en Californie, berceau du mouvement du potentiel humain, et là il a fréquenté des personnes et il a expérimenté des tas d'ateliers avec des gens, et à Esalen on parle de ça réunit des gens comme Abraham Maslow, comme le père de la Gestalt, un des fondateurs de la Gestalt, Fritz Perls. Enfin, voilà, ils ont mélangé leurs ateliers, ils se sont formés entre eux, ils sont expérimentés. Et au final, Schutz dit, tiens, ça marche. Ah, la Gestalt, ça marche. Ah, tel truc, ça marche. Les approches corporelles aussi, les approches émotionnelles, ça marche. Comment je peux mettre tout ça ensemble? Donc, dans l'élément humain, nous allons retrouver chacun ce qui nous parle, chacun peut-être ce que nous avons eu envie d'approfondir comme approche, mais mis ensemble d'une façon qui est assez unique en fait et qui lui donne à mon avis sa puissance en fait. Si vous vous intéressez à cette partie des origines de l'élément humain de Esalen, il y a ce livre qui malheureusement n'existe pas à ma connaissance en français, qui s'appelle The Upstart Spring et qui explique tout ce qui s'est passé, qui décrit comme dans un roman ce qui se passait à cette époque d'émergence de tout ce mouvement du potentiel humain qui a donné naissance à pas mal de choses que nous faisons aujourd'hui en termes d'accompagnement ou de connaissance de ce qui se passe dans les équipes ou les organisations. Alors, on a 2 facilitatrices qui voudraient réagir. Oui. Parce que tu viens de dire qu'un facilitateur n'était expert en rien. Et ça a fait un peu de mal parce que
Donc voilà les deux facilitatrices qui disent « sauf en facilitation ». Ouais. Alors effectivement, j'enlève en rien parce qu'il est moi, j'ai un peu de mal avec le mot expert, mais disons qu'il est garant du processus. Voilà, il est garant du processus, il est garant de l'espace qu'il va créer pour qu'il se passe des choses. Alors, je ne sais pas si je peux appeler ça une expertise, mais en tout cas, le facilitateur, parce que nous, en élément humain, alors on n'est pas peut-être facilitateur dans le sens où vous l'entendez en termes de métier, nous sommes facilitateurs dans le sens où nous sommes garants d'un processus, nous créons un espace dans lequel il va se passer. Nous posons les murs et à l'intérieur de ces murs, les gens vont interagir au sein de cet espace. Voilà, donc je ne sais pas si du coup, ça les titille moins, ce terme de expert en rien. Non, mais j'aurais dû, effectivement, expert, ok, si je prends le mot expert, ça va être expert du processus. Voilà, mais c'est une posture basse en élément humain, c'est vraiment une posture basse, c'est pas une posture de connaissance, je ne sais pas ce qui se passe pour l'équipe, je ne pose pas de diagnostic, je ne peux pas poser un diagnostic sur ce qui se passe pour la personne ou pour l'équipe, c'est elle qui sait, hein, c'est vraiment la personne qui sait, c'est l'équipe qui sait, et moi je suis là pour accompagner l'émergence de ce qui va se de la prise de conscience de cette personne. Et si elle n'a pas envie de prendre conscience, c'est OK. C'est que ce n'est pas utile pour elle à ce moment-là. Et c'est OK. Il n'y a pas d'injonction à prendre conscience non plus. Peut-être qu'il y a une façon de fonctionner qui va très bien pour la personne à ce moment-là. Il n'y a pas de raison forcément d'en changer tout de suite. Dans cette notion de choix, il y a la notion de bénéfice. Est-ce que c'est utile en termes de bénéfice si je me comporte d'une certaine façon qui ne me satisfait pas? Sous-entendu, nous, dans notre hypothèse, c'est qu'il y a un bénéfice à le faire. Et d'aller mettre de la conscience sur ce bénéfice, ça me permet de poser un vrai choix. Je continue à fonctionner comme ça ou je décide de fonctionner autrement. Alors, ouais. J'ai beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Simplement, je veux pas ne pas parler des 3 dimensions de l'élément humain parce que souvent, il est connu sous cette notion de 3 dimensions qui sont ICO. Alors, ça vous parle peut-être. Moi, j'ai rencontré quelqu'un. Un bateau, je suis sûre qu'il va nous faire un bateau. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ah, tu fais de l'élément humain, tu fais de l'ICO. Je dis non, je ne savais pas ce que c'était l'ICO. Alors, il y a des gens qui disent ICO. ICO, c'est donc 3 dimensions. Et là, nous sommes à nouveau à l'origine de l'élément humain avec la marine américaine. 3 grandes dimensions du comportement humain qu'il a appelé inclusion, contrôle et ouverture. Alors, l'inclusion, ça va être, et ça, ce sont des préférences, ce ne sont pas des besoins. Vous entendrez aussi personne parler de l'élément humain en termes de besoins. Ça, c'était avant qu'on fasse, qu'il s'intéresse et qu'il expérimente cette notion de choix et d'autodétermination. Parce qu'en fait, si j'ai un besoin, je n'ai pas le choix. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de respirer, voilà, j'ai pas le choix. Je suis en survie si je réponds pas à ce besoin. En revanche, tout le reste qu'il y a autour, ça va être une question de choix. Et donc, ça va être une question de préférence. Je peux préférer, et ce n'est pas figé, ça peut évoluer dans le temps, je peux préférer un moment particulier de ma vie avoir une préférence élevée d'inclusion. Une préférence élevée d'inclusion, ça va être la quantité de contact que j'aime avoir avec les gens, la quantité d'interaction. Et le contact, est-ce que c'est facile pour moi d'aller au contact de l'autre ou pas? Donc ça, je vais aller explorer mes préférences à ce moment de ma vie, dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour moi en termes de préférence d'inclusion? Le contrôle, ça va être, est-ce que j'aime mener, diriger, manager, avoir des idées, donner de l'initiative, enfin, prendre l'initiative, prendre la responsabilité du projet, ou est-ce que j'aime bien suivre, être inspiré, que les autres Alors voilà, comment je me situe aussi en termes de au-dessus, en dessous, devant, derrière. Est-ce que j'ai une préférence de contrôle élevée ou basse? Ça peut varier en fonction des moments de la vie et ça peut varier effectivement aussi en fonction de la situation au sein d'une même journée. Je peux avoir avec mes amis une préférence de contrôle basse et dans mon entreprise une préférence de contrôle élevé ou l'inverse. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est cette exploration. C'est pas le but, mais c'est le voyage vers cette prise de conscience. Et puis en ouverture, est-ce que j'aime me révéler? Alors, le contrôle, ça va être le niveau d'impact, hein, l'inclusion, quantité de contact,
le contrôle niveau d'impact, et l'ouverture, c'est ma préférence à me révéler aux autres, à dire ce qui se passe pour moi. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Est-ce que j'aime est-ce que j'aime parler de mes émotions, de ce qui se passe? Enfin, pas forcément de mes émotions, pas forcément de choses personnelles, mais en tout cas, est-ce que c'est facile pour moi de révéler ce qui se passe en moi? Donc, cette notion de inclusion, contrôle, ouverture, donc les 3 dimensions du comportement selon Schutz, largeur, parce que quantité de contact pour l'inclusion, hauteur, parce que au-dessus, en dessous, pour le contrôle, et puis ouvert, fermé, hein, pour l'ouverture, je me ferme ou je m'ouvre. Il y a pas de bien ou de mal. Là aussi, c'est une exploration personnelle qui va me permettre de décider si ça me convient. Et avec cette notion de choix et d'autodétermination, si ça ne me convient pas, je peux décider de faire autrement. Moi, je préfère en inclusion les petits groupes. Je suis très contente d'avoir 6 ou 8 personnes dans mon salon pour parler de l'élément humain. C'est plus compliqué pour moi de savoir que vous êtes, je sais pas, 60, 80 et d'être devant vous, mais je bouge mon curseur. Voilà, je connais, j'ai conscience de ma préférence, mais je sais que c'est utile pour moi à certains moments de ma journée ou de ma semaine, de bouger mon curseur et d'assouplir, on peut appeler ça de l'assouplissement de soi, hein, d'aller regarder en inclusion comment je peux m'assouplir quand c'est utile pour moi et peut-être utile pour les autres aussi. Est-ce que tu peux nous raconter, Anne, comment ça se passe si par exemple une équipe veut apprendre à se lancer dans ce voyage de l'élément humain en équipe? On est d'accord que du coup, tout le monde, il n'y a pas que le manager ou qu'une partie Il n'y a pas que le d'équipe, il faut que manager. tout le monde Alors, soit là. pour moi, il y a 2 façons d'intervenir avec l'élément humain. Alors, en tout cas, tel que moi je le pratique et tel que en France, les praticiens que je connais le pratiquent. Aux États-Unis, je pense que c'est différent peut-être dans les pays anglophones, mais en tout cas, il va y avoir une pratique inter-entreprise où nous allons dérouler tout ce processus. Donc, nous sommes le garant qui va partir des comportements que nous pouvons avoir. Je vais essayer de retrouver mes... Hop, juste pour vous montrer mon oignon. Toc, toc, toc. Qui va partir des comportements que je peux avoir. Est-ce que tu peux juste le reculer un petit peu? Le reculer. Ouais, voilà, Voilà. super. C'est comme un oignon, hein. Je vais aller... alors, pardon, ça ressemble à un radis, hein. Je pense qu'elle fera mieux que moi. Mais donc, cet oignon, ça va être d'abord je vais aller regarder à l'extérieur mes comportements visibles. Ensuite, sous-jacent, quels sont on appelle ça les sentiments. Mais ces sentiments, est-ce que je me sens important, compétent, apprécié? Et est-ce que je sens que les autres sont importants, compétents, appréciés? Et puis tout à l'intérieur, au cœur du réacteur, il y a la notion du concept de soi qui est clé pour l'estime de soi. Et en inter-entreprise, on va dérouler toute cette exploration. Donc, ce sont des séminaires dans lesquels il peut y avoir des leaders, il peut y avoir des accompagnants qui ont envie de mieux comprendre ce qui se passe avec les personnes et les équipes qu'ils ou elles accompagnent. Et donc, on va en inter-entreprise aller vraiment jusqu'au cœur de l'oignon dans le concept de soi sur une base de volontariat. En intra-entreprise ou avec une équipe, ça va dépendre vraiment de l'envie. Alors, avec certains comités de direction, ça m'est arrivé de faire tout ce processus au complet et de descendre vraiment au cœur de l'oignon parce que chaque personne était volontaire pour le faire. Quand c'est un manager qui a envie de vivre ça avec son équipe, souvent, nous allons regarder le concept, le principe du choix, le principe de la vérité, comment se dire les choses, qu'est-ce qui se passe actuellement en termes de la vérité, le grand simplificateur dans l'équipe. Et puis, nous allons explorer les comportements, inclusion, contrôle, ouverture. Et avec ça, on peut faire déjà un énorme travail extrêmement pratico-pratique, extrêmement aussi à la fois très profond et puis qui peut être joyeux, qui peut être ludique, pour finalement, c'est un tremplin pour se dire les choses. C'est vraiment mettre des mots sur ce qui se passe avec un processus qui a vraiment fait ses preuves en termes de pertinence pour que l'équipe puisse avancer. Et l'équipe s'approprie finalement ça, devient extrêmement autonome. Donc, ce n'est pas une rente pour les consultants parce que vous formez une équipe et puis ensuite, elle est autodéterminée et elle va vraiment pouvoir s'accompagner elle-même avec ces concepts qui lui ont été transmis et qu'elle a pu explorer et voir ce qu'elle faisait avec ça. Donc, avec une équipe, nous allons travailler surtout sur inclusion, contrôle, ouverture dans les comportements. Et ça va déjà être extrêmement utile pour l'équipe.
Merci Anne. Alors, on a des questions. On a déjà Émilie qui nous disait tout à l'heure, chacun son rythme, mais effectivement, tu l'as très bien dit. Karine qui faisait référence à Socrate, effectivement. On a Laurence qui nous dit, quels sont les liens que tu fais entre l'élément humain et les pratiques narratives? Ah, Ah, alors là, je pourrais vous en parler c'est plus pendant des facile. heures. Évidemment, j'ai fait une conférence là-dessus, donc je vais la refaire en ligne parce que comme ce sont deux approches qui me passionnent, j'ai vraiment regardé ce qui faisait que c'était pour moi un mystère, c'était l'énigme finalement, qui fait que souvent les personnes qui s'intéressent à l'élément humain s'intéressent à l'approche narrative, et en tout cas, moi, c'est mon cas. Ça a été vraiment deux coups de foudre et c'est mes deux pieds aujourd'hui. Donc, ça va être trop long à vous dire comme ça, parce que, mais alors, si je résume, mais ça va être du coup très restrictif, hein, ça va être la notion de choix, puisqu'en approche narrative, on dit redevenir l'auteur de sa vie, et ce choix, il est au centre de l'élément humain, donc il y a vraiment un lien là en termes d'autodétermination. Il y a aussi un côté, alors il faudrait que je me remette le nez dans ma conférence du coup, parce que pour vous en sortir l'essence, mais il y a cette notion, j'ai appelé ça posture basse tout à l'heure, cette notion de finalement je ne sais pas ce qui se passe pour l'autre, c'est l'autre qui sait, et moi mon rôle, c'est de créer finalement l'espace, et par l'approche narrative ça va être ce qu'on appelle les questions puissantes, ça va être d'aller créer l'espace où l'autre finalement va explorer et va trouver les fils. En approche narrative, on dit tisser d'autres histoires possibles, hein, et donc le praticien narratif est là pour aider la personne à tirer ces fils de nouvelles histoires possibles qui n'ont pas été déroulées. Et en élément humain, il y a aussi ce côté d'aller explorer et de trouver d'autres chemins si ceux que j'ai pris jusqu'à maintenant ne me conviennent pas. Donc voilà, notion d'autodétermination, notion de choix, et notion de je ne sais pas ce qui se passe pour l'autre, c'est l'autre qui sait. Voilà, pour moi, c'est l'essence des deux approches. En fait. Est-ce que tu vas refaire une conférence bientôt? Sur ça, sur Oui, sur le oui, lien. je l'avais faite en live, pas en live, en physique, en Oui, présentiel, en au présentiel. Forum 104, mais je la referai en Zoom, ouais. D'accord, mais écoute, si tu Ouais. as l'info, tu nous la fais Ouais. passer. Je pense Ouais, ok. qu'on pourra faire Ok. passer l'info de notre côté. Ok. Ça intéressera Avec plus d'une plaisir, personne ouais. chez nous. Ouais. Actuellement, nous avons un témoignage dis-nous. de quelqu'un qui doit être responsable dans une entreprise qui répond aux questions. Alors, parviens-tu à t'inclure dans le groupe, à en prendre le contrôle, tout en restant ouvert aux autres? Donc, les 3 éléments. Et on va décider que c'est moi qui fais. C'est moi qui sais, voilà, c'est hashtag c'est moi qui sais. J'ai un groupe WhatsApp de participants à un de mes stages qui s'est appelé hashtag c'est toi qui sais, voilà. Puisque c'est l'autre qui sait, effectivement, bravo. Ouais, et je vous le dirai ou pas. C'est ton choix. Absolument. Voilà. Ouais, mais vous avez déjà fait l'élément humain, non? Parce que dans l'élément humain, on dit tu as le choix de dire, de ne pas dire, de faire, de ne pas faire. Enfin, c'est le leitmotiv, c'est vraiment le volontariat. Je ne suis obligée à rien, dans un stage, que ce soit en équipe ou que ce soit en interentreprise. Je ne suis obligée à rien. C'est là. Qu'est-ce qui va être le plus utile pour moi? De dire, de ne pas dire, de faire, de ne pas faire. C'est moi qui sais. C'est l'autre qui sait. Ça, c'est la grande phrase. Je confirme. C'est pas le facilitateur, mais c'est le participant ou la participante qui sait. On a Nadine qui nous pose une question, qui nous dit: est-ce que cette méthode est utilisée pour la gestion de conflits? Ah oui, alors effectivement, alors dans l'élément humain, il y a pas mal de choses. Hein. J'avais pas le temps de vous parler de tout. J'ai parlé des 4 principes, j'ai parlé de l'ICO, il y a les sentiments sous-jacents, importance, compétence, sympathie, il y a les peurs, il y a les mécanismes de défense, il y a les compatibilités d'atmosphère, de rôle, il y a le Team Compatibility Index, et il y a effectivement quelque chose qui s'appelle la concordance, et qui est une méthode, oui, créée par Schutz, pour aider dans la gestion des conflits, dans la prise de décision, surtout la prise de décision. C'est une méthode de prise de décision qui permet que chaque personne qui va être impactée par la décision soit inclus dans le processus de prise de décision, qu'elle ait un veto, qu'elle ait un droit de contrôle du processus, donc elle ait un veto, et qu'elle ait pu s'ouvrir sur ce qui se passait. Et donc, c'est un processus assez
assez puissant, assez profond, qui implique que les personnes aient déjà fait un certain travail d'exploration de leurs préférences, d'inclusion, contrôle, ouverture, et qu'elles aient commencé à explorer comment elles se disent les choses. On n'arrive pas comme ça avec la concordance, mais c'est l'issue aussi de toute cette exploration qui permet pour une équipe ou pour un groupe d'utiliser cet outil, la concordance, où chacun va se sentir inclus dans la prise de décision, pouvoir avoir déterminer un contrôle sur la prise de décision et a pu s'ouvrir sur ce qui se passait pour la personne. Ok. Alors peut-être une dernière question, enfin l'une des dernières, il y a Bruno qui nous demande quel est l'intérêt pour un manager de se former à l'élément humain? Alors s'il avait la réponse, quelle serait-elle pour lui? Alors, en termes d'utilité, ça va être avant tout de la conscience de soi. Et comme c'est une approche systémique, le fait d'être conscient de ce qui se passe pour soi, d'avoir nettoyé ses lunettes et dégrippé ses curseurs et d'avoir assoupli, tiens, j'ai pris conscience que j'avais une préférence de contrôle élevée, mais que peut-être dans mon équipe en ce moment, il faudrait que je baisse un peu le niveau de contrôle, ou inversement, hein, mon équipe a peut-être besoin d'être plus structurée. Eh bien, le fait d'en avoir pris conscience, ça va me permettre, si je le choisis, de changer mes comportements ou pas. J'ai un bénéfice à les changer ou à pas les changer. Et là, il y a un effet systémique qui fait qu'il va se passer quelque chose pour l'équipe. Mais on ne le fait pas pour qu'il se passe quelque chose pour l'équipe, on le fait parce que c'est une approche systémique qui fait que si je prends conscience de ce qui se passe pour moi, il va se passer des choses dans l'équipe et dans l'organisation. Et puis, je vais aussi… alors, le leader ou le manager, il va comprendre aussi l'importance de créer ce climat où les gens vont se sentir importants, compétents et appréciés. Ça, ce sont les sentiments sous-jacents à inclusion, contrôle, ouverture. Et donc, il va prendre conscience que c'est important de créer ce climat. Et puis ça peut lui permettre de mettre quelque chose de plus fluide dans ce qui se passe. Parce que si mes préférences ne sont pas respectées, mes préférences d'inclusion, contrôle, ouverture, je peux passer en rigidité. Et ça peut bloquer une équipe. Donc, autant moi en tant que manager que pour les membres de mon équipe. Si je ne comprends pas ce qui se passe, je vais aller me bloquer aux extrêmes de mes préférences et il va y avoir une rigidité qui va bloquer la performance de l'équipe. Ça me fait penser souvent à quand on dit et si 1% de tout ça était vrai, du coup, voilà, ça permet d'aller chercher aussi par rapport à ça. Une dernière question de Frédéric qui nous dit quel conseil tu pourrais donner à un manager qui revient après un arrêt ou à son équipe en termes de vérité? Quel conseil on peut donner à un manager qui revient après un arrêt à son équipe en termes de vérité? Pas facile ça. Je ne donne pas de conseils. Ça va être ce qui va sentir, la réponse, elle est souvent dans l'énergie du corps, en élément humain, donc ça, je ne vous l'ai pas dit aussi, mais ce n'est pas du mental, il y a le mental, mais il y a aussi le corps, il y a ce qui se passe dans l'énergie du corps, et ça va être qu'est-ce qui se passe dans mon énergie. Mon corps, je vais lui dire, non pas, je ne vais pas lui donner un conseil, mais je vais l'inviter à écouter ce qui se passe dans son corps. Est-ce que pour lui, quand il s'imagine en train de dire à son équipe ce qui s'est passé, est-ce que ça lui donne de l'énergie ou est-ce que ça lui en enlève? Et ça va lui donner une info sur ce qui se passe est-ce que c'est le moment de s'ouvrir, est-ce que c'est pas le moment de s'ouvrir, est-ce que ça va lui être utile ou pas. C'est souvent le corps, la respiration qui va lui donner la réponse à sa propre question. Qu'est-ce que mon corps me dit? Si je ne sais pas décider avec ma tête, qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que je sens que il va y avoir un sentiment d'allègement quand je vais dire à mon équipe ce qui s'est passé, ou est-ce qu'au contraire je me sens plombée? Et ça, faire confiance à son corps. Et je ne sais plus qui disait, c'était Boris Vian qui disait le mentalement, monumentalement ou pas, mais en tout cas de faire aussi confiance non pas seulement à la question mentalement, mais à son corps. Ok. Alors, il y a Émilie qui nous partage « Je travaille déjà sur tous ces sujets sans savoir que c'est des éléments humains, notamment l'autodétermination et le choix. Donc, je serais ravie de me former pour en savoir davantage. » Alors, Émilie, si je peux juste faire n'hésite pas à aller te former avec Anne, c'est absolument génial. Merci. Et Cindy, merci beaucoup pour cette intervention. Quelle formation préconisez-vous? Première étape, c'est de l'élément humain. Les miennes, Et voilà, je vais y aller les yeux fermés. Mais bon, voilà. Après, nous allons, nous pratiquons tous le même et tous et toutes le même processus. La différence, ça va être, je pense, la couleur qu'on va donner par
sensibilité personnelle, mais après, le processus, il va être le même avec les différents praticiens. Ce qui va différencier, ça va être le lien qui se crée et puis notre sensibilité, notre couleur personnelle, en fait, à transmettre, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Anne. Il Merci. est bientôt l'heure, en fait. Il Ouais. me dit même l'heure, mais je sens qu'Éric est occupé. Alors, je me dis, est-ce que Éric a un petit cadeau pour la fin? Il arrive. Ah, ok. En tout cas, Anne, on n'hésitera pas à mettre le lien de tes coordonnées pour celles et ceux qui veulent aller plus loin sur les formations ou aussi pour te suivre hein, par rapport aux conférences dont tu nous as parlé tout à l'heure. Éventuellement aussi pour mettre le lien vers les petites planches que tu as dessinées pour nous aujourd'hui. Et puis, voilà, si vous avez peut-être une dernière question, sauf si Eric, tu me dis, c'est bon, je suis prêt à partager. Ou pas. Est-ce que Eric, tu es là? Tu m'entends, Eric? Oui, ben une seconde. Ah, t'aimes pas que je te presse, hein, c'est ça. Je t'ai pris trop tôt, là. Non, mais vous causez, moi je travaille. C'est ça. C'est facile de causer, c'est ça que tu es en train de dire et que nous, on ne travaille pas. Je le prends comme ça. C'était notre petit message subliminal. Mais c'est ta vérité, c'est pas forcément la mienne, tu sais. C'est toi qui sais. Il n'y a que moi qui sais. Bon, je ne sais pas si tu vois le chat, Anne, mais on a plein de gens qui te remercient. Oui, si tu peux, je n'ai pas eu le temps de lire au fur et à mesure, Voilà, donc si tu peux me Pascal, l'enregistrer, me le donner, oui, ça voilà, m'intéresse de regarder ce que les remercie personnes ont, beaucoup. les réactions au fil de Carrément. Et puis, Merci. de toute manière, il y aura le replay. Je sens que Bon, alors, tu es prêt. j'ai la réponse par rapport à la gestion de conflits. Ah, alors dis-nous tout. Ça y est, ça vient de tomber. C'est un expert charcutier qui. C'est ça. C'est ton côté végétarien qui voilà. parle, c'est ça. Okay. Merci. Ah, c'est du confit de canard, en fait, Eric. Hein. Voilà. Ça. Mais Karine, si tu t'es mis aussi, on n'en sortira pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Anne, merci 1000 fois. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour la participation de chacun et chacune. Et merci beaucoup à la facilitation pour votre invitation. Et avec grand plaisir. Et votre animation. Nos routes vont se recroiser, à n'en pas douter. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Bon week-end. Prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.